الإسلام حياته ما جاء ظالم، أنتم متأسلمين، ما لكم دخل بالإسلام، إحنا مسلمين، كلياتنا مسلمين، ما لكم دخل بالإسلام. À l'époque, les djihadistes kidnappent discrètement les hauts dirigeants de la ville qui peuvent nuire à leur conquête du pouvoir. C'est le cas du père de cette jeune fille qui est partie travailler à la mairie et n'est jamais revenu. Mon pays est détruit. Il est détruit de toutes parts. Les humains comme les bâtiments sont anéantis. Tu luttes intérieurement pour rester humain, pour ne pas devenir sauvage. Elles sont des survivantes. Elles vivent en exil en Turquie. Les révolutionnaires syriennes sont les grandes oubliées de l'histoire. Une partie de moi me disait « Ils vont sûrement nous tuer ». Voici le récit de 10 ans de conflit syrien à travers le regard de ces femmes en quête de lumière dans un pays plongé dans le noir. Vous m'entendez? Vous êtes toujours là? J'ai peur. La Syrie est en ruine. Des centaines de milliers de civils sont morts. 12 millions vivent en exil. On l'a oublié, mais il y a 10 ans, ce chaos a démarré par des chants, des pancartes et un courage sans précédent. C'était la première fois que j'entendais les gens oser crier « Syrie, liberté ». Seulement ça. J'avais 30 ans à l'époque, j'étais une graphiste de mode. Moi, j'avais 14 ans en 2011. Je suis devenue révolutionnaire petit à petit, en grandissant. Je me suis dit, que puis-je faire? J'étais une étudiante en médecine. Seule une petite frange de la population bénéficiait de privilèges et profitait du pays. Et ça vous met en colère. De manifester tous ensemble, d'être ainsi unis, c'était vraiment un bonheur absolu. J'étais comme dans un rêve. Ce souffle de liberté n'est pas toléré. La Syrie est dirigée par Bachar al-Assad, dont la famille détient le pouvoir depuis 40 ans. Sa réaction est immédiate. Elle est cruelle et sanglante. En 5 mois, 2000 manifestants perdent la vie. À l'époque, les journalistes sont interdits de séjour. Seules ces images prises par des civils témoignent de ce qu'il se passe dans le pays.
Je me souviens du premier massacre qui a eu lieu dans ma ville, Douma. C'était le 1er avril 2011. Un des tireurs m'a insulté parce que je l'observais du balcon et il a pointé son arme sur moi. C'est devenu effrayant. Tu pouvais mourir à n'importe quel moment. On s'attendait à être arrêté, blessé ou dénoncé par quelqu'un. Mais on ne pouvait pas faire machine arrière. C'est uniquement lorsque l'on rentrait vivant chez nous après une manifestation qu'on se disait « j'y étais et j'ai survécu ». Mais peu importaient les conséquences, ce qui comptait pour nous, c'était de manifester. Bachar al-Assad autorise son armée à bombarder les civils. Dès août 2012, les premières bombes artisanales tombent sur la ville d'Alep. Elles ne cesseront plus de tomber sur tout le pays. Des barils de TNT remplis de morceaux de métal, au coût moindre et à l'efficacité redoutable. La frontière entre la vie et la mort ne dépend plus que d'une trajectoire dictée par la force du vent. في حدا فيها شيء؟ وين؟ تعال تعال فيها شيء فيها شيء بيع خير محمد خير خير J'étais assise au salon et j'ai été projetée de 4 mètres. J'ai compris que c'était notre immeuble qui avait été bombardé. J'ai couru vers la terrasse. Le sol était plein d'eau. L'eau était de couleur rose. Il n'y avait pas de doute. Quelqu'un avait perdu beaucoup de sang. Il y avait un mur devant moi. J'ai suivi du regard un trait de sang rouge. Au bout, il y avait une tête accrochée. J'ai reconnu les cheveux de mon frère. Ce moment a changé toute ma vie. Cette nuit-là, je n'ai réussi à fermer les yeux qu'une petite demi-heure. À mon réveil, j'ai vu le soleil se lever. Je me suis dit, mais comment la Terre peut-elle encore tourner? Comment le soleil peut-il encore se lever avec toute l'injustice que nous subissons? C'est trop douloureux pour moi.
une partie de la population décide de prendre les armes. La révolution se transforme en guerre civile. L'armée libre syrienne est née. C'est des tirs de chars et des frappes aériennes. Alep est un de ces bastions. C'est le peuple qui a payé ses armes avec sa sueur. Et aujourd'hui, il nous massacre avec. En janvier 2013, j'ai traversé la frontière clandestinement pour rencontrer une de leurs unités. Allez, on descend. Des pères de famille, des étudiants, des médecins, sur la ligne du front ouest d'Alep. C'est où, c'est par là? Je vais vous montrer, suivez-moi. Cette armée de civils et de déserteurs fait face à l'armée de Bachar al-Assad. Depuis un mois, l'armée libre syrienne s'organise un peu mieux. Les différents groupes se parlent et s'entraident. On sait que si nous ne sommes pas unis, on perdra cette bataille. Nous étions désorganisés, mais ça va mieux maintenant. Il y avait des courants non violents au cœur de la révolution, qui refusaient de prendre les armes, qui pensaient que la violence n'engendrerait que la violence, encore plus de sang, encore plus de morts. Je suis pacifiste. Mais parfois, il est nécessaire de prendre les armes. À Douma, j'étais tranquille parce que je savais que personne ne pouvait m'égorger pendant mon sommeil, ni moi, ni l'un des miens. Ça, c'était rassurant pour moi. Celui qui vit dans la souffrance et dans la mort, il finit par vouloir se défendre. Mais nous avions de tout petits moyens face à une machine qui se préparait à nous écraser. Bachar al-Assad est affaibli, mais peut compter sur le soutien du Hezbollah libanais, venu renforcer ses troupes. Il n'entend pas abandonner Alep, devenue ville symbole. Après l'avoir encerclé et bombardé, il affame sa population. Marwa a 19 ans et a épousé Saleh sous les bombes, il y a quelques semaines. Le couple a été filmé pendant 10 ans. Ils m'ont confié ce récit intime d'une guerre sans fin. الخبز عادي بيت بيت معنى الكلمة يعني يا عمي ولا حدا رح يبقى هون الكل رح يطلع الكل بدخي يطلع حاج عن جد الشيء اللي صار لك انه متوقعين كل هالشيء كنا متوقعين نطلع بباصات القناة بس ما توقعنا يوصلنا هالدرجة C'était une expérience belle et amère à la fois. C'était dur.
On nous bombardait, on nous tirait dessus. On n'avait plus d'hôpitaux, plus d'espace de sérénité. Nous, les civils, nous n'avions rien d'autre à faire que d'attendre la mort. Rien d'autre. Je pourrais parler du siège pendant des heures. C'est une situation humiliante, douloureuse, qui vous fait perdre toute humanité. Tu luttes intérieurement pour rester humain, pour ne pas devenir sauvage. Mais c'est très difficile de partager le peu de nourriture que tu as avec une autre personne affamée. Donner le peu que tu as à un enfant dans la rue qui te dit qu'il a faim. C'est un choix difficile. Tu vis un conflit intérieur terrible pour te prouver que tu peux rester un être humain, et tant pis pour la faim. C'est fait pour te briser psychologiquement. Et ce sentiment persiste. Tu te dis que tu ne mérites rien de bien dans la vie. Ou tu es soumis et tu te rends, ou tu as faim. Dans les deux cas, tu es humilié. Pour faire plier son peuple qui résiste, Bachar al-Assad franchit un nouveau cap. Ces images d'une attaque chimique font le tour du monde en quelques heures. Elle fait 1400 morts dans la ville de la Ghouta, dans la grande banlieue de Damas. Un an auparavant, Barack Obama avait pourtant été très clair. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground that a red line for us is we start seeing a whole bunch of chemical weapons moving around or being utilized. La France et les États-Unis promettent des frappes aériennes. Cette promesse ne sera jamais tenue. J'ai vécu une nuit atroce. Les gens sont morts en silence. Ils sont morts étouffés dans leur sommeil. Obama nous a fait perdre le peu de courage qui nous restait et l'espoir d'une justice qui punirait ce criminel de Bachar el-Assad et tout son gouvernement. C'est la chose la plus dure à retrouver. Cette confiance que tu as perdue, que la justice puisse être rendue un jour. Mais pour la communauté internationale, Bachar al-Assad n'est plus la priorité. Un événement a changé la donne. C'est l'émergence du groupe État islamique. Dès 2013, quelques centaines de djihadistes syriens et internationaux se livrent à leurs premiers combats et pillages, comme sur ces images.
bientôt, leur drapeau noir flottera sur 40% du territoire syrien. Le califat est autoproclamé le 29 juin 2014. La prise de la ville de Raqqa marque la fin de la révolution pour sa population. Quelques semaines plus tôt, une femme accompagnée d'une petite poignée de révolutionnaires tente de faire barrage aux djihadistes. Elle défie leur autorité. Elle manifeste devant les locaux de la redoutable police islamique. À l'époque, les djihadistes kidnappent discrètement les hauts dirigeants de la ville qui peuvent nuire à leur conquête du pouvoir. C'est le cas du père de cette jeune fille qui est partie travailler à la mairie et n'est jamais revenue. Qui est cet inconnu qui a osé défier les djihadistes en pleine ascension? Sept ans plus tard, sur la route de Raqqa, dans ce pays où les photos des martyrs de la guerre ont remplacé les affiches électorales, je me demande si elle a survécu. Je parviens à retrouver sa trace, car son acte de bravoure l'a rendue célèbre. Elle s'appelle Mouna. Sa famille vit dans une maison bourgeoise qui a survécu au bombardement. Sa sœur et son frère se souviennent parfaitement du jour qui a suivi la manifestation. Elle était assise là, sur une chaise, avec son ordinateur à la main. Ils ont frappé à la porte et ils sont rentrés, leurs armes à la main. Ils ont tiré en l'air. Ils voulaient absolument mettre la main sur Mouna. Ma mère qui était là a été jetée et frappée à terre. Ma sœur a commencé à crier à l'aide. Un djihadiste lui a dit « La femme qui a donné naissance à Mouna ne mérite que la mort. » On a profité de ce brouhaha pour faire sortir Mouna. Elle a fui par cet escalier. Elle est passée chez les voisins et après elle a quitté le quartier.
C'est un vrai miracle. Toute la famille de Mouna subit les foudres des djihadistes. Moi, j'ai passé 22 jours en prison. Ils m'ont torturé. Mes yeux étaient toujours bandés. Mais malgré la torture, je n'avais rien à avouer. Alors ils m'ont libéré. Je ne sais toujours pas comment j'ai survécu. Mais l'essentiel est que j'ai réussi à sauver ma sœur Mouna des griffes de Daesh et à l'accompagner saine et sauve à la frontière turque. Peu importe ma souffrance, ma sœur est en vie. Dans la chambre de Mouna, rien n'a bougé depuis 7 ans. Quand je suis ici, je sens son odeur. J'aimerais tellement qu'elle soit avec nous. Quand je franchis la porte de sa chambre, mon cœur est triste. Mouna a survécu et s'est exilée en Turquie, à quelques kilomètres de la frontière syrienne. Mes amis m'ont surnommée la folle. Personne ne manifeste contre Daesh. Quand je me suis mise devant les djihadistes et que j'ai crié, je ne me suis pas posé de questions. Il fallait que je le fasse. Il fallait être à la hauteur de notre révolution. Ils ont infiltré la révolution. Ils nous ont exclus, nous les femmes. On n'avait plus le droit à rien. Tout n'était plus qu'une affaire d'hommes. Tout notre sacrifice n'avait servi à rien. Le look de la résistance armée a commencé à changer. L'argent a commencé à affluer. Les slogans s'islamisaient. Les barbes poussaient. Et la pression s'est lentement accentuée sur nous, les femmes. Le visage de mon peuple a changé. C'était effrayant. Il exprimait la tristesse. Il était marqué par l'oppression et la douleur, par tout ce qu'il avait traversé et enduré. Je me suis dit, mais qu'a fait Daesh aux gens ?
Cette organisation est peut-être la pire chose qui nous soit arrivée, parce qu'elle nous a transformés. Elle a changé l'expression des visages, nos pensées. Elle a même changé nos rêves. Imaginez qu'un enfant vous dise « Je rêve d'aller à l'école ». Imaginez-vous entendre votre nièce vous dire « Je n'ai pas le droit de jouer », car Daesh est arrivé alors qu'elle avait 9 ans. Quand elle en a eu 10 ou 11, ils ont obligé ses parents à lui faire porter le niqab noir, de se couvrir de la tête aux pieds. Les révolutionnaires perdent du terrain dans une Syrie divisée, morcelée. Daesh d'un côté, Bachar al-Assad de l'autre. Soutenu par la Russie, l'Iran et le Hezbollah libanais, Bachar al-Assad retourne la situation en sa faveur. Il reconquiert 5 grandes villes: Homs, Hama, Damas, Latakia et enfin Alep, un symbole de la résistance. C'est un tournant pour la révolution syrienne. Marwa marche aux côtés de son mari pour la dernière fois dans les rues de la ville martyre. طلعي هيك جاي حيفرح حفظ هي يمكن بدك كلها تنزل ترجع تطلع على الاغلب هيك على فكره اللي بحسه بيوجعنا ووجع اللي صاير فينا انه نحن طالعين من بلادنا ايه عبرت عننا بمعنى الكلمة ورجعيني إلا مونا مشهد سيء أخيرا في حلب. Après 7 mois de siège, ils vont devoir partir. لا تاخذ سيلفي. Grâce à une médiation internationale, 40 000 personnes sont autorisées ce jour-là à prendre le chemin de l'exil. C'est le plus vaste transfert de population opéré en 5 ans de guerre syrienne. Ces rescapés sont transférés vers Idlib, situé à 60 km de là. Idlib est la dernière grande ville syrienne, toujours entre les mains des rebelles.
حقه وطن غالي ايوه والله وطن غالي ما اطلع شي يقول حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يلا الله ييسر ان شاء الله. Pour avoir choisi l'exil plutôt que la soumission, l'armée de Bachar al-Assad retient le convoi pendant 10 heures. La Croix-Rouge, qui supervise la sortie des civils, est impuissante. Ils nous ont fait descendre des bus. Ils nous ont tout confisqué. L'or, l'argent, nos effets personnels. Ils ont même déshabillé des personnes et ils les ont renvoyées vers Alep. Ils ont aussi tué 4 ou 5 personnes. Je me suis mariée 25 jours avant de quitter Alep. Je peux dire que j'ai eu le droit à une lune de miel extraordinaire. Quand j'ai décidé de quitter la ville, j'ai utilisé une fausse carte d'identité, car mon nom était apparu à la télévision officielle comme terroriste recherché. J'avais très peur. J'avais reçu des menaces claires. J'ai eu tellement peur que je me suis dit, c'est fini, il faut que je quitte ma ville. Moi, j'ai quitté ma ville, Douma, en 2018. Je n'ai pris avec moi que ma carte d'identité et un seul livre de ma bibliothèque, car il était de petite taille et que je l'aime énormément. Mes photos, mon diplôme, j'ai tout brûlé avant de quitter les lieux. J'avais peur de faire du tort à mes amis si l'armée de Bachar les reconnaissait sur mes photos. Au fond de moi, je pensais que j'allais mourir. C'était un sentiment bizarre. D'un côté de la route, il y avait la destruction, la mort, la faim. Et de l'autre côté, du côté libre, tu voyais de la lumière, des gens qui mangeaient dans la rue et de la couleur. Revoir de la couleur était étrange. Les gens portaient des habits colorés. Ils étaient vivants. Nous, on était gris, sales, des zombies. Partout, les villes tombent et la population civile fuit vers les quelques rares zones qui ne sont tenues ni par Daesh, ni par Bachar al-Assad. Au total, ce sont 6 millions de déplacés à l'intérieur de la Syrie. Dans les quelques rares poches de paix dans la région d'Idlib, loin du bruit de la guerre, Marwa et Saleh tentent de reprendre le cours de leur vie.
Un moment de bonheur volé au destin. ضيق شوي. لا 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 تعملي هيك مثل الهرم، بيكون هون مستوي شوي. Quelques mois plus tard, une petite fille est née. Elle s'appelle Tasnim. يلا ابكي ابكي ده ابكي سامعين صوتك. وميت السلامة بست تسنيم، ست تسنيم روحي العمر لك إن شاء الله يا رب، يا رب يدخلك إن شاء الله هيك نشوفها. Malgré l'oppression et la répression, conquérir des petits bouts de liberté. Lubna n'a pas fait que combattre les troupes de Bachar al-Assad. Elle a affronté la tradition. En Syrie, elle impose aux hommes de se marier avec des femmes plus jeunes qu'eux. Lubna, elle, a inversé les rôles en tombant amoureuse sous les bombes d'un tagueur de la Révolution de 7 ans son cadet. On habitait un appartement au dernier étage, sous les bombes des avions et les tirs de l'artillerie. Lubna est plus audacieuse que moi pour exprimer ce qu'elle ressent. Un jour, elle est venue vers moi et elle m'a avoué qu'elle m'aimait. De mon côté, j'ai gardé le silence. Mais tant qu'on était ensemble, on n'avait pas peur. Nous avons partagé la souffrance, les pires moments et des principes. Lubna est prête à mourir pour ses principes. Moi, je n'ai pas sa volonté ni son courage. Pour moi, elle est mon héroïne. Dire que Lubna est une héroïne ne remet pas du tout en cause ma virilité. C'est même très courageux de le dire. Aujourd'hui, je ne suis plus obligé de suivre la tradition, ni de suivre les règles des conservateurs de mon pays. Ces 10 dernières années ont fait de moi un autre homme. Si ma femme est une héroïne, je le dis. En Syrie, l'amour hors mariage n'est pas toléré, même en temps de guerre et même en zone libre. Les rebelles me kidnappaient. Ils me jetaient en prison, sans aucun jugement. Ils m'enfermaient quelque part. Ils me rasaient la tête. Ils me frappaient un peu et m'expliquaient les règles. C'était comme une leçon, mais je revenais toujours vers Lubna. Peu importe les conséquences. Le couple devra pourtant fuir et quitter la Syrie.
En 2017, le régime syrien a repris 60% du territoire. Seule la région d'Idlib lui échappe. Dans ce réduit, 500 000 civils sont pris au piège entre les bombardements et une frontière turque fermement contrôlée. Le prix de la traversée clandestine s'envole. Il atteint 3 000 $ par personne. C'est le prix de la liberté. Seul Marwa va pouvoir fuir. بعد 44 يوم تشرد ازاز والبركه فاتحه ساقيه على بعضها وشو كمان صالح ليه معصب بالله مالك غلطان مع حدا لا طالع الكائنات الحلوه على تركيا طب واذا ما بدهم يطلعوا هن بيطلع في حدا ما بده يطلع من سوريا بس شفتي حالك تعطي المعبر وبتقدري مثلا تفتحي موبايلك بدقي له العمار يعني هلا بطلع يعني زلمه جاهز مش عم بستنى بالكلمه لك وين لك وين 3 سنين بدك تروحي على تركيا حبيبي لا بابا يلا الله يستركم يا رب قلبي لي ضروري تروحي ضروري تروحي ما فهمت ايش بك؟ يلا بابا يلا باي للبابا الله يسركم يلا تعالي ان شاء الله يلا بعد العيد نشوفكم مسكية تعال يلا باي للبابا يلا باي سلام قولي له ابو مؤمن رح ابعث له رقم المهرب عشان ياخذكم لعنده Daha sonra tekrar deneyiniz. The number you have called cannot be reached at the moment. ونحن مستنيين بعد ساعة بصرفهم جمع النسبة نحن اللي عم نستنى عم نستنى السيارة التركية طبعا بس ما بدنا ناخذ الموبايل عم بصور على Pendant tout le trajet, je retenais mes larmes. C'est dur de quitter Salé. Les meilleurs moments de ma vie, comme les plus durs, on était ensemble. Je ne peux pas vivre sans lui. Moi, j'ai traversé la frontière à pied. Je me suis sentie toute petite en arrivant. Les immeubles en Turquie n'étaient pas détruits. Pour moi,
Un bâtiment est forcément détruit. La lumière était effrayante. J'ai commencé à pleurer et à me demander pourquoi j'avais quitté la Syrie. C'était un moment horrible. Les choses simples de la vie sont devenues terrifiantes pour moi. Pour avoir osé manifester devant les grilles de l'État islamique, Mouna ne peut pas revenir dans son pays. Condamnée à l'exil pour avoir clamé sa liberté. Je suis revenue à Raqqa en 2018. J'ai créé une association pour la paix, pour inciter les femmes à participer au pouvoir et au débat politique, et pour aider les femmes à se défendre. Mais j'ai senti que mes idées n'étaient pas les bienvenues. J'étais en danger. Je n'allais pas vivre avec un garde du corps, alors j'ai dû m'exiler encore une fois. Mouna poursuit son combat depuis la Turquie. Elle transmet ses idées à la nouvelle génération de sa ville. Comme une ultime provocation, elle a rebaptisé son association féministe. Une première à Raqqa. Pour moi, le plus important est que vous, les femmes, vous construisiez le peuple de demain. Que vous, les filles de Raqqa, vous deveniez des leaders. Que vous deveniez libres et essentiels pour ce pays détruit de tous les côtés. Je suis fière et heureuse de vous voir. Et je sais ce que vous endurez à Raqqa. Pour les jeunes filles de Raqqa, le combat commence à peine. J'ai souffert de la guerre. On m'a forcé à me marier avec un homme inculte. Il m'a menacé de me priver de mon enfant si je persistais à travailler. Soit tu restes à la maison, soit tu dis adieu à ton enfant. J'ai pris sur moi et je lui ai dit « garde ton enfant ». Moi, je tiens à travailler. Quand il a compris que j'étais déterminée, il a renoncé. La femme orientale ne peut pas élever la voix devant son mari. Moi, c'est Mouna qui me donne la force de résister. C'est elle qui m'encourage quand je me sens faible, pour que je ne me laisse pas faire, et pour que mon mari ne m'impose pas ses règles, et ne me dicte pas mon avenir. J'ai pris la décision de vivre seule. Pour pleurer. Pour me soigner. Et pour me protéger, j'ai cloisonné ma mémoire. J'ai déposé ces souvenirs dans des coffres que j'ai verrouillés à clé. Je ne veux plus les ouvrir.
C'est tellement mignon un bébé qui vient de naître et qui sourit. Il sourit à la vie, sans se préoccuper du lendemain. Dans la tradition de notre pays, on dit qu'un bébé qui sourit, il sourit aux anges. C'est la parole des anciens de Syrie. Tu as 7 jours aujourd'hui. J'espère que ta vie sera meilleure que la nôtre. Une vie merveilleuse. J'ai peur que ma mémoire flanche. J'ai peur d'oublier tout ce que j'ai vécu pendant cette révolution. Je sens que je m'éloigne de mon pays. Et comme j'ai tout perdu et qu'il ne me reste plus que ma peau, j'ai décidé d'y inscrire mes souvenirs, les noms de ceux qui ont compté pour moi. Les noms des villes, mais aussi les souvenirs tragiques qui me poussent à aller de l'avant et qui me rappellent que je suis forte, qu'on ne peut pas me briser. Je dois continuer, car le chemin vers la liberté est long. Ce tatouage signifie la combattante.